Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de la fin imminente des consoles. Alléluia, on a enfin gagné, la PC Master Race est victorieuse. Ouais non, c'est pas vraiment ça. Avec l'avènement d'internet, avec sa vitesse grandissante et sa couverture de plus en plus grande, on commence à avoir accès à de plus en plus de services. On a arrêté d'acheter des DVD et des Blu-ray pour regarder des films et des séries sur Netflix, qui est un service de streaming à la demande, hein, si vous ne connaissez pas. Même si, je pense que vous connaissez un petit peu quand même. On arrête aussi d'acheter des jeux maintenant pour directement les télécharger depuis le net et donc de ne pas s'embêter avec 14 milliards de boîtes chez soi. Alors la pratique est devenue très courante sur PC, notamment avec le mastodonte Steam que n'importe quel joueur PC a forcément installé sur sa bécane. Et je sais de quoi je parle, hein, vu que mon compte Steam possède plus de 1200 jeux. Mais elle le devient aussi de plus en plus sur console avec le Play Store sur la PS4, l'Xbox Live sur l'Xbox One et le eShop pour la Nintendo Switch. C'est d'ailleurs pas vraiment une surprise hein, que ça fonctionne de mieux en mieux, car oui, aujourd'hui télécharger 50 gigaoctets pour le dernier GTA peut aller assez vite si vous êtes équipé de la fibre. Mais surtout, il est possible d'avoir des offres défiant toute concurrence. Quand le même jeu coûte 20 € en dématérialisé et 60 € à la Fnac, on commence à pas mal se poser la question si un bout de plastique supplémentaire vaut vraiment les 40 € qu'on va possiblement dépenser en plus. Et si on ajoute à ça tous les jeux gratuits qu'on peut trouver ici et là, je parle de jeux qui sont gratuits légalement, hein, bande de petits margoulins, jouer en dématérialisé est bien plus économe. Mais donc la suite logique c'est quoi maintenant? On a certes plus de disques à mettre dans nos bécanes, que ce soit celle des valeureux membres de la PC Master Race ou bien les autres là, les consoleux. Ben oui, on va maintenant s'alléger de la bécane elle-même et donc avoir des tout petits PC à la place, comme ce petit Raspberry Pi qui coûte environ 35 balles et qui a cette tête, si j'arrive à la ressortir de la boîte. Voilà, ça ressemble à ça, et concrètement ça va remplacer votre PC qui va en coûter 2000 ou votre console qui en coûte 400. Et d'ailleurs ceux qui ont déjà vu des vidéos DIY sur la chaîne, vous savez très bien ce que c'est. Et oui, promis, on va en refaire bientôt. Mais alors, comment c'est possible d'en arriver à une ère où on pourrait jouer à Fortnite en ultra avec une résolution de 4K et un framerate de 240 FPS sur un écran qui serait branché à ça? Est-ce que les jeux sont devenus ultra optimisés? Non, c'est bien beau de rêver, mais c'est pas ça du tout. Et vu comment les moteurs de jeux vidéo deviennent de plus en plus gourmands, oui, je parle de vous, Unreal Engine et Unity, il y a très peu de chances que ça le devienne. Quand on voit comment tourne Ark sur une Nintendo Switch, on aurait du mal à croire que ça tournerait mieux là-dessus. Non, ce qui se passe, c'est que ce petit micro-ordinateur que vous voyez là, il va pas faire lui-même tous les calculs du jeu, mais va plutôt diffuser une image du jeu. Et c'est là la grande différence. J'imagine que vous avez déjà vu un stream, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. D'ailleurs, venez me suivre sur twitch.tv/LeoTechMaker, ça mange pas de pain, et je vais sur mon stream Kickdamers 3 qui devrait sortir d'ici quelques jours, même si je crois qu'en fait il est déjà sorti hier, mais bref, faut pas le dire. Eh bien, vous avez pu remarquer que plus votre connexion est bonne, plus le stream que vous allez voir sera de bonne qualité si ce dernier le permet, et que finalement les inputs que vous y mettez peuvent apparaître sur l'écran. Par exemple, si vous écrivez dans le chat et que ce dernier est affiché sur le stream en question, eh bien là c'est exactement pareil, mais avec une latence beaucoup plus faible. Là où un stream va finalement afficher une image vers votre ordinateur à vous, en vous donnant parfois de l'interaction mais avec un délai de plusieurs secondes, ici on va vous donner l'accès à cette même image mais avec le contrôle de la manette en prime. Et tout ça avec une latence beaucoup moins élevée. Ouais, effectivement, vous imaginez jouer à un Super Mario Bros avec 15 secondes de délai sur le saut? Moi non plus. Le truc, c'est que tout ça, ça demande évidemment une connexion de malade mental. Et c'est pour ça qu'une bonne fibre est quand même sacrément conseillée. Car sinon, vous allez vous retrouver avec une image pixelisée et un délai abominable. Et encore, ça, c'est si vous arrivez tout de même à y accéder. Mais si votre connexion le permet, eh bien, vous allez payer pour accéder à un monstre de guerre, mais qui se trouve dans les locaux de la firme. Et bien évidemment, vous n'allez pas être en sa possession, mais vous l'aurez uniquement en location. Ce serait bien trop beau tout de même. Ce système dont on vient de parler, on pourrait le comparer à un logiciel qu'on a vu passer un petit peu partout, vu que 3/4 des youtubeurs ont fait des vidéos dessus, Shadow. Sauf que là, on vous donne l'accès à une machine entière sur laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez ou presque. Dans le cas du cloud gaming pur, on ne vous laisse pas sortir du jeu que vous avez lancé. Finalement, le système s'enclenchera une fois que vous aurez dit à l'application gérant le jeu que vous voulez y jouer. Et énormément d'acteurs du jeu vidéo s'y intéressent et il n'y a pas que. Si on reste sur le PC, il y a par exemple GeForce Now qui est actuellement en bêta, qui permet de jouer à des machines à distance et ça fonctionne actuellement de pair avec Steam et Uplay. Il y a carrément Google qui se lance dessus avec des jeux qui sont carrément jouables sur son navigateur Google Chrome. Ça devient de la pure folie, il est donc ainsi possible de jouer à Assassin's Creed Odyssey depuis le même navigateur avec lequel on joue aux petits dinosaures qui sautent au-dessus des cactus. C'est plutôt une bonne évolution. Bref, le nombre de grosses compagnies qui s'y intéressent est énorme et il y a beaucoup de raisons à ça.
ça permet de contrôler plus facilement chaque utilisateur, ça rend possible le fait de proposer des jeux qui sont à la base inaccessibles pour des joueurs avec un PC pas trop puissant, mais surtout ça réduit bien évidemment les coûts. Mais oui, c'est clairement plus intéressant pour Nvidia de garder ses cartes graphiques et de les louer plutôt que de les vendre. Comme ça derrière ils en ont toujours la propriété et vont donc pouvoir les recycler pour d'autres usages, et savent exactement combien il faut en produire. Pas de sous-production ni de surproduction dans un monde où 100% de la population jouerait en cloud gaming. Mais alors, pourquoi je parle des consoles à la base? C'est quoi le rapport avec ce petit PC dont j'ai parlé plus tôt? Car je sais très bien que vous allez me dire que ça reste de la bidouille et ça n'intéressera pas le grand public d'aller acheter ce genre de truc. Et vous aurez bien évidemment raison. Mais les gros constructeurs de consoles s'y intéressent aussi et vont contourner le problème. Notamment Microsoft en premier lieu, qui va carrément sortir une console alternative à sa prochaine Xbox Project Scarlett, qui est censée être la nouvelle Xbox One. Et son doux nom sera la Xbox Project Scarlett Cloud. C'est simple et efficace. Et attention, je sais que certains vont revenir sur cette vidéo après pour me dire bah non, le nom c'est pas ça. On est sur des noms de prototypes ici, comme Edge qui s'appelait Project Sparta à la base. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de chances que ça change. Et le but de cette console, il est clair, vous vendre une sorte de Raspberry Pi avec un meilleur packaging. Yep, c'est tout. Et ne pensez pas que Sony s'en fout, ils font exactement pareil. À côté de la future PS5, le PS Now évolue de plus en plus, qui est le service de streaming de jeux de Sony. Et nul doute qu'un système comme celui de Microsoft devrait aussi arriver. Nintendo n'a par contre pas annoncé grand chose autour de tout ce système là tout de même. Donc si ça se trouve, ce seront les seuls à ne pas en profiter. En tout cas à ses débuts. Grâce à ces consoles spécialisées dans le cloud gaming, vous pourrez donc jouer au même jeu que les gens qui auront les dernières consoles next-gen, avec des consoles que vous paierez beaucoup moins cher si vous avez la connexion pour, bien évidemment. Par contre, vous les louerez, donc au bout d'un moment, vous pourrez vous retrouver avec une facture bien plus élevée que celui qui aura acheté sa console à la base. Bien sûr, je parle des systèmes qu'il y a autour, mais concrètement, vous n'êtes même pas obligé d'avoir leur console spécifique pour accéder au système de streaming, vu qu'encore une fois, c'est un tout petit PC qui servira juste de client et rien de plus. Là, le but, c'est surtout de rendre ça attrayant pour le grand public, donc si les systèmes sont assez ouverts, ça voudrait même dire qu'on pourrait y accéder depuis un téléphone, ce qui sera apparemment le cas pour la Xbox Project Scarlett Cloud. Et si ça fonctionne très bien, il y a pas mal de chances que la PS6 et la Xbox 8K, ouais j'invente des noms là tout de suite, retenez-les bien si ça sort vraiment un jour, soient totalement dans le système du cloud gaming. Ouais, je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle de plus du tout avoir de console physique. Bon, avant de parler des mauvais points et ce que tout ça va engendrer, il y en a quand même quelques-uns que je trouve intéressants et dont il faut parler. Par exemple, si on reparle du PS Now, eh bien il est accessible sur PC, ce qui signifie que des exclus sur console deviennent jouables sur notre cher ordinateur. Et donc c'est une très bonne chose et ne nous oblige pas à avoir telle ou telle console pour jouer à tel ou tel jeu. Le truc c'est que certes c'est déjà disponible aujourd'hui, mais le PS Now ne propose pas encore tous les jeux. Et c'est pour ça que l'évolution du cloud gaming permettra sûrement un catalogue plus complet. Il devient aussi possible de jouer d'à peu près n'importe où tant qu'on a une bonne connexion. Et oui, vu que le téléphone peut aussi être un client, il est tout à fait possible d'avoir la diffusion de cette fameuse image sur l'écran de notre périphérique de poche. Bon, ça va pas non plus être extrêmement jouable avec les commandes tactiles, ça je vous le concède. Mais il suffit juste de connecter une manette et hop, vous retrouverez les sensations que vous aviez toujours eues dans votre salon. Le confort du canapé en moins. Vous pourriez aussi brancher un clavier et une souris, notamment grâce à une connexion Bluetooth. Mais alors, bonne chance pour jouer avec un clavier et une souris sur les genoux dans le bus, avec un téléphone qui va tenir un petit peu à l'arrache sur le côté de la vitre. Par contre, pour ce qui est des points négatifs, il y en a quand même pas mal. Déjà, il y a quelques réticences sur la dématérialisation des jeux en eux-mêmes, puisqu'en soi, ils ne vous appartiennent plus vraiment. Vous faites plutôt une sorte de location à vie. Ce qui veut dire que si le système ferme, vous n'aurez plus accès à vos jeux, à moins qu'une solution de dernier cours soit mise en place. Si on prend l'exemple de Steam, c'est toute votre bibliothèque Steam qui deviendrait inaccessible. Et même si la firme a dit qu'il restera un moyen de pouvoir jouer à ces jeux, etc., rien n'est réellement officiel. Et par ailleurs, si vous vous faites clôturer votre compte Steam, eh bien tous les jeux qui vont avec disparaissent aussi, et vous ne serez pas du tout remboursé. En gros, Steam fait ce qu'il veut, et s'il a envie de vous enlever tous vos jeux, il en a absolument le droit. Oui, je sais que ça fait peur. Et donc c'est bien pire si même votre bécane est dématérialisée. Vous ne possédez absolument plus rien. Et imaginons que votre connexion devienne instable, vous ne pouvez plus accéder au service. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas si c'est la leur qui a un problème. Comme avec une maintenance des serveurs, vous devenez totalement dépendant d'eux. Ça veut aussi donc dire que vous ne pouvez pas faire évoluer vous-même votre machine, voire même si c'est tout simplement possible. De manière générale, on paye l'accès à ces bécanes à distance au mois, mais nul doute qu'il y aura plusieurs abonnements différents, avec des consoles et des PC plus ou moins puissants. Un peu comme s'il y avait un abonnement à 30 balles pour jouer à la PS4 Slim et de 50 balles pour la PS4 Pro et ainsi profiter de la 4K, la vraie résolution des gamers. Ça peut possiblement créer des dérives de plus en plus fortes et donc provoquer la perte d'une des essences des consoles de salon, le fait d'avoir à peu près tous le même système. Et
et donc de ne pas avoir upgrade ce dernier tous les 6 mois, même si bon bah on l'a quand même déjà perdu avec la PS4 Pro et la Xbox One X. Bref, et pour revenir sur le fait qu'on est totalement dépendant du système, eh bien on peut retourner sur le fait que ça va renfermer la customisation possible des jeux. Par exemple tout ce qui est modding lorsqu'il n'est pas autorisé par l'éditeur, car des fois c'est autorisé si on prend le cas de Skyrim, mais vraiment si on reprend le cas de GTA V, croyez-moi que Rockstar Games ne permettrait absolument aucun mod. À côté de ça, c'est évident, mais je pense que c'est bien de le rappeler, il vous faut une connexion béton. Si vous avez quelque chose de peu stable, même si c'est de la fibre, vous allez clairement le ressentir. Vos actions en jeu vont se passer 14 ans après avoir appuyé sur une touche de votre manette, et l'image va être aussi sympa à regarder que Canal+ lorsque la chaîne n'est pas en clair. Autrement dit, c'est tout de même pas demain que vous pourrez profiter à mort du cloud gaming dans le bus à l'aide de la 4G qu'on a aujourd'hui. On verra si la 5G sera assez performante pour ça, mais on n'y est pas encore. Il y a clairement des avantages et des inconvénients à cette technologie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on s'en rapproche fortement et c'est inévitable. Et c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de téléphones deviennent des appareils de gamers, comme le Black Shark de Xiaomi que j'avais présenté il y a de cela quelques mois. Au vu de l'évolution massive que ça apporte, il y a clairement de nouveaux marchés qui vont arriver. Et vous alors, est-ce que vous pensez que le dématérialisé total qui va arriver avec la prochaine génération de consoles va réellement marcher, ou alors va faire un flop infini car les gens vont préférer garder leur joli rectangle chez eux? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite juste ici, et bien sûr à argumenter dans les commentaires. Personnellement, même si je peux comprendre l'attrait du cloud gaming, je suis pas vraiment certain que les gens soient prêts à passer à ça. Déjà parce qu'on est très en retard au niveau de la couverture internet haut voire très haut débit dans l'hexagone. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps pour en parler, et donc peut-être qu'aux États-Unis ça va le faire, mais alors chez nous, c'est quand même bien moins sûr vu que c'est un petit peu plus artisanal. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, ça aide énormément la chaîne à évoluer. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitter et Instagram et à partager cette vidéo à tous ces gens qui se moquent de votre compte Steam avec plus de 1200 jeux, car finalement vous êtes peut-être l'un des précurseurs. En tout cas moi c'est ce que je me dis pour justifier mon compte dans lequel j'ai mis bien trop d'argent. Ah et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!